Alors, bienvenue pour ce 23e Elaou Talk. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jerry Neuviart, je suis un des fondateurs de Mapado et j'ai commencé à m'intéresser, voire même à me passionner pour le machine learning il y a maintenant 3 ans. On va déjà commencer par savoir qui est censé écouter ce talk. L'idée de ce talk, c'est vraiment d'être le plus large, le plus ouvert possible. Il n'y a pas besoin d'être technique pour être intéressé par le machine learning. On en entend de plus en plus parler et il y a un petit peu de mythes qui sont derrière ça. L'idée, c'est un peu de démystifier pour pouvoir rentrer dedans si on veut aller plus loin ou tout simplement pour pouvoir comprendre et ne pas juste faire face à un mythe. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que apprendre pour une machine? Ça a l'air un peu contre-intuitif comme ça, on se demande comment est-ce qu'une machine peut apprendre. La première chose facile que peut apprendre une machine, c'est à classer. On lui montre, entre guillemets, comment classer des choses d'une certaine manière, et ensuite elle essaie de reproduire le classement. Donc ça, c'est la base du machine learning, c'est le classement. Une autre vraiment grosse approche au niveau du machine learning, c'est le regroupement. C'est mettre des choses qui vont bien ensemble, les collecter, les regrouper. Là, on commence à monter un petit peu en gamme. Et ça nous parle en particulier avec typiquement les prévisions météo. C'est un des gros usages du machine learning, c'est la prédiction. Donc, à partir de constats passés, j'essaye de voir ce qui peut se passer sur des choses qui sont similaires dans l'avenir ou sur des situations un tout petit peu différentes. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le thermostat Nest. Donc c'est un thermostat qui apprend vos habitudes de température dans votre maison. Donc quand vous vous levez le matin, vous dites au thermostat « j'ai trop chaud ». Le lendemain, vous lui dites à 10 h du matin « là j'ai un peu froid » et ainsi de suite. Et au fil des jours, la température se calibre automatiquement pour vos goûts. Vous n'avez pas besoin de dire autre chose que « j'ai trop chaud » ou « j'ai trop froid ». Alors ça, c'est un exemple classique. Ça, c'est ma page de recommandation Amazon. Donc vous voyez tout de suite que la machine a compris que j'avais des enfants, que j'avais une brosse à dents électrique, et donc elle s'est assez bien anticipé mes achats. Et donc après, on se rapproche vraiment de choses qui commencent à être un tout petit peu, pas futuristes, mais plus proche de nous. Donc c'est identifier des objets, identifier des visages. Alors, dans tout ce que je viens de montrer, en fait, on peut découper le machine learning en deux grosses familles. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé, ça veut dire qu'il y a un humain, il y a quelqu'un qui a indiqué à la machine la bonne réponse. Donc typiquement, dans le cas de gauche, notre ami George Clooney, on l'a identifié sur une photo et on a indiqué dans quel cas on a George Clooney, dans quel cas on n'a pas George Clooney. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait cette démarche, donc en général un humain, qui a fait ce travail-là. Ça s'appelle l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, personne n'a fait ce travail-là, on a juste donné des images de George Clooney, et la machine, elle arrive à reconnaître George Clooney. Donc simplement la masse d'informations, toute seule, qui permet d'entraîner, entre guillemets, la machine. Donc il y a vraiment, ces deux familles sont super importantes, parce que derrière, de ça découle pas mal de problématiques liées au machine learning. Donc, supervisé, non supervisé. Alors quand on descend un petit peu dans le détail de ce qui fait le machine learning, il y a ensuite des familles un peu plus fines. Donc je vous parlais de regroupement tout à l'heure. Le terme consacré en machine learning, c'est du clustering. Donc là, on a une image de points, tout simple. Le but, c'était de mettre des points dans des familles et de les regrouper ensemble. Donc là, on voit qu'il y a 3 familles de couleurs, et la machine a réussi à faire des séparations entre 3 groupes à séparer ce groupe de points en 3. Donc ça s'appelle le clustering.
Et si vous vous intéressez au machine learning, c'est des termes qui sont très très souvent utilisés, donc c'est des bons points de départ pour comprendre. La classification, donc là on le voit un petit peu plus clairement, l'idée c'est de mettre des points, de regrouper des points dans des zones. Donc là on a des points rouges, des points verts et des points bleus, et à partir de ces nuages, la machine a identifié des zones qui séparent en fait ces groupes. Alors on voit que typiquement il y a des points bleus qui sont un peu en limite sur la zone rouge et verte, des points bleus qui sont dans la zone du vert, mais elle a essayé de trouver la moins mauvaise séparation pour dire les points verts c'est plutôt ici, les points bleus c'est plutôt là, les points rouges c'est plutôt là. Donc ça c'est de la classification, et en fait cette image illustre assez bien les problématiques qu'on peut avoir liées à classer des choses. Parfois on hésite en fait, et donc un point ou quelque chose à classer peut se retrouver mal classé simplement parce qu'elle a des propriétés qui sont un peu particulières. La régression, alors là on est un petit peu plus dans les mathématiques, mais je trouve que c'est intéressant de l'aborder. En fait l'idée c'est d'essayer de représenter en fait des informations sous la forme d'une fonction mathématique. Alors là c'est une fonction mathématique qui est basique, c'est la ligne droite, et donc à partir d'un certain nombre de points, on essaye de décrire le phénomène. Donc là j'ai un nuage de points, là je décris que globalement ces points-là pourraient se comporter sur une voie. Donc à partir du moment où j'ai envie de répondre à la question quel est l'âge d'une personne, donc c'est ce graphique, quel est l'âge d'une personne, quelle est la taille d'une personne par rapport à son âge, on me donne n'importe quel âge, au mois près, je peux estimer sa taille. Alors que je suis parti simplement de quelques exemples, de quelques cas. Ok ? Je n'ai pas besoin d'avoir tous les cas pour pouvoir prédire la taille de quelqu'un. Là, c'est vraiment pointu, mais c'est vraiment le quatrième, à mon sens, le quatrième gros ensemble du machine learning, c'est la réduction de dimension. Alors là, c'est un peu imagé, et je vous expliquerai un peu plus tard comment, en quoi ça peut être vraiment intéressant. Typiquement, à gauche, on a des points qui sont dans un espace en 3 dimensions. Donc, alors il y a des points de différentes couleurs. Ce graphique-là, il est assez compliqué à appréhender, même pour un humain. On n'arrive pas bien à voir les points, comment ils sont situés dans l'espace, etc. Et donc, pour une machine, c'est pareil, en fait. On est en 3 dimensions, donc c'est plus compliqué de savoir ce qu'on a à faire. Par contre, avec des fonctions mathématiques, etc., on peut être capable de projeter ces informations qui sont dans l'espace en 3 dimensions dans un espace à 2 dimensions. Alors là, la projection, vous voyez, elle est un peu bizarre, elle ne respecte pas forcément un axe particulier, mais c'est la machine qui a réussi à trouver l'axe le plus intéressant qui permet de révéler des choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a projeté ces informations en 3 dimensions dans un espace de plus petite dimension, de 2 dimensions? En fait, c'est beaucoup plus lisible. On voit que les groupes, ils sont beaucoup plus clairs, et donc ça va être beaucoup plus facile de faire des choses avec. Ok ? En résumé, en fait, j'ai pris cette citation de John Maynard, en fait, apprendre, c'est simplifier. Pour une machine, et même de manière globale, apprendre égale simplifier. Comment est-ce que la machine, elle apprend? Elle essaye, à partir de données qu'on lui fournit, de faire des coupes sombres, de couper des branches inintéressantes, d'enlever des données qui ne sont pas intéressantes, et de simplifier pour pouvoir avoir une vision un peu plus claire et plus générique de la situation. Donc vraiment, ça, c'est à mon sens, c'est quelque chose d'assez assez intéressant et qui aide vraiment quand on fait du machine learning. Si on arrive à simplifier un problème, quelle que soit la manière, il y a beaucoup de manières pour simplifier en machine learning, ça va mieux marcher. Alors, là vous avez vu, je parle un petit peu de mathématiques, on parle de projection, enfin voilà, on touche un peu du doigt les mathématiques et tout le monde n'est pas forcément expert en mathématiques, on n'a pas tous fait un bac plus 5, un doctorat ou je sais pas quoi, ça peut faire peur. En fait, il y a un truc assez cool, c'est que le machine learning, toute la partie algorithmie, en général, il y a des gens qui sont très intelligents qui l'ont fait pour nous. Donc on n'a pas forcément besoin de mettre trop les mains dans le cambouis et de comprendre comment ça fonctionne au fond. Par contre, il y a des choses assez importantes à connaître
qui peuvent être comprises, même si on n'est pas vraiment balèze en mathématiques. C'est ce que je vais essayer de vous présenter là. En fait, la machine, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir simplifier, comme je disais, elle utilise massivement les probabilités. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du temps qu'il fera demain, à partir des données météo, donc de la température, de la pression, du vent, de la région, de l'altitude, de la longitude, enfin des tonnes et des tonnes de paramètres, la machine, elle va estimer que quelle est la probabilité qu'il fasse beau aujourd'hui, sachant que j'ai ces paramètres-là, telle température. Donc en fait, à partir d'un ensemble de faits, elle essaye de résumer ça à des probabilités, et c'est les probabilités qui lui permettent de décider si la décision elle est vraie ou elle est fausse, quoi. Donc on parle vraiment de probabilité, il n'y a pas de magie, c'est des seuils, à partir d'un certain seuil, je considère que c'est vrai, à partir d'un certain seuil, je considère que c'est faux. Donc c'est vraiment la probabilité qui guide le choix, en fait. Et l'autre truc, et là on arrive un peu au cœur du machine learning, en fait, c'est comment on fait pour transformer un problème de la vie réelle, donc prédire la météo, prédire la liste des produits que je voudrais acheter sur Amazon, ou alors regrouper des objets dans des familles. Il y a un concept qui est majeur, c'est ce qu'on appelle la vectorisation en machine learning. C'est vraiment un concept qui est clé. Ça veut dire, je transforme un problème réel en données mathématiques. Comment on fait ça? Là, si je vous rappelle vos cours de collège, donc c'est un espace vectoriel en 2 dimensions tout simple. Un vecteur, c'est quoi? C'est des coordonnées dans l'espace. Donc ici, on est sur un plan en 2 dimensions, donc j'ai le vecteur D2, il a des coordonnées en X et en Y, donc j'ai juste 2 coordonnées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Je vais vous montrer un exemple assez simple de comment on peut vectoriser un texte. Donc, un texte, c'est un élément de la vie réelle que tout le monde comprend. Comment est-ce que je peux donner ça à la machine? Comment je fais? Je prends ce texte, j'enlève les mots qui ne m'intéressent pas. Typiquement, the, over et the, c'est des mots qui ne sont pas intéressants parce que pour moi, c'est des pronoms et donc ça ne donne pas tellement le sens de la phrase. Donc ces mots-là, je les enlève. Et ensuite, pour chacun des mots, je vais simplement je vais attribuer à chacun des mots une case et je vais compter le nombre de mots, combien de fois il apparaît dans le texte. Donc on voit que typiquement le mot quick apparaît une fois, le mot brown apparaît une fois, le mot dog apparaît 2 fois, et le mot jump et le mot lazy apparaissent une fois. Là, j'ai vectorisé mon texte, c'est-à-dire que j'ai transformé un texte complet en un vecteur qui a 5 dimensions. Chacune des dimensions correspond à un des mots. Ok? Donc là, je l'ai fait pour quelque chose de simple, mais en fait, des vecteurs, on peut avoir, celui-ci il a 5 dimensions, mais quand je vais vectoriser des textes qui font 1000, 2000, 5000, 10 000 mots, mon vecteur, il peut faire 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 de long, en fait, avec pour chacune des cases, un des mots du texte. Ok? Ça s'appelle la vectorisation. C'est un concept qui est clé dans le machine learning. Ça permet de transformer un problème de la vie réelle en, à chaque fois, un vecteur. Et le vecteur, c'est le point de départ du machine learning. Comment, par exemple, on vectorise une image? Là, j'ai 3 images, et je veux le transformer avec le vecteur qui apparaît en bas. C'est un peu la même image que précédemment avec des mots, mais au lieu d'utiliser chacune des colonnes du vecteur, c'est un mot. Là, chacune des colonnes du vecteur, c'est un tout petit bout d'image. Donc quand je vectorise le vélo de la deuxième image, je vois qu'il apparaît une fois dans mon vecteur. En fait, il y a un bout de vélo, un bout de peau, un bout d'instrument de musique et un bout d'œil. Donc si je veux vectoriser l'image qui est au-dessus, je vois qu'il va apparaître, la selle de vélo apparaît une fois, et tous les autres n'apparaissent pas. Donc en fait, j'utilise la même technique que pour les mots, mais en prenant des petits bouts d'image. Alors là, c'est assez trivial, les bouts d'image sont très gros, donc en fait, on ne retrouve pas les mêmes bouts d'image d'une image à l'autre. Mais si on prend des bouts d'image qui sont beaucoup plus petits,
on va arriver à retrouver des zones, par exemple des zones de couleurs qu'on pourrait trouver sur plusieurs images différentes. Et c'est comme ça qu'on peut transformer n'importe quelle image en un vecteur et comparer les images entre elles. En fait, d'une manière générale, le machine learning, c'est j'ai mon problème de la vie réelle, donc c'est ce qui ici est matérialisé par mon input. J'ai quelque chose qui va extraire ce qu'on appelle les features. Les features, donc c'est les propriétés de mon problème. Donc dans le premier exemple du texte, les propriétés, ce sont les mots. Dans un problème sur les images, les propriétés, ce sont des bouts d'images, par exemple. Mais par exemple, dans un problème de prédiction de météo, une propriété, ça peut être la température, ça peut être la latitude, ça peut être la longitude. Toutes les propriétés de mon problème, en fait, c'est ce qu'on appelle les features, et c'est comment je transforme ces propriétés en vecteurs. Donc là, je vous ai montré jusqu'à maintenant des exemples assez simples avec du texte et des images, mais en fait, on peut absolument tout vectoriser. Si je veux vectoriser, toujours pareil, mon histoire de météo, en fait, je vais avoir une colonne pour chacune de mes propriétés. Donc, par exemple, la température, elle aura sa propre colonne, et dedans, je vais mettre une valeur qui va être la température. La latitude également aura une valeur, et ainsi de suite. Et donc, il y a tout un tas de techniques qui permettent de vectoriser un problème. Alors, toujours pareil, là je vous ai montré des problèmes triviaux, mais quand on commence à s'intéresser un petit peu à ça, il y a des méthodes pour à peu près vectoriser à peu près tout. Mais dans tous les cas, on se retrouve avec des features. Donc, les features, c'est un vecteur avec donc une liste de nombres dans des cases, et ça, c'est mon point de départ. Donc là, j'ai vectorisé mon problème. Après, il faut que j'indique à la machine, il faut que je l'entraîne en fait. Donc comment on entraîne une machine? Pour chacun des vecteurs, donc mes propriétés de départ, je vais lui donner le résultat. Typiquement, je reprends toujours le problème de la météo. En fonction de la température, la latitude, du sens du vent, je peux dire, en fonction de ça, ce jour-là, il a fait beau. J'ai un autre cas où la température est un peu plus faible, le vent a augmenté, etc. Ce jour-là, il a fait moyennement beau, et ainsi de suite. Et plus je lui donne de cas, plus elle va arriver avec les probabilités à se dire « Ah, je suis assez proche du cas qui m'avait fourni précédemment, où j'ai la température qui est assez élevée, la latitude c'est celle-ci et celle-là, donc je pense que en combinant tous ces cas d'entraînement, je peux avoir une estimation de ce qui pourrait se passer. Donc en fait, à partir d'à la fois des labels et de la vectorisation, je construis mon modèle. Donc c'est ce qu'on voit ici, le classifieur modèle. Et c'est ça qui permet ensuite, en prenant des exemples qui m'intéressent à prédire, je les vectorise de la même manière et je vais les passer dans mon modèle et il va me prédire un label. Donc c'est peut-être encore un peu flou, mais petit à petit, avec des exemples, on va comprendre un peu mieux. En fait, en machine learning, les algorithmes, il y en a 15 tonnes, et justement, je l'ai mis ici, c'est justement pour passer outre assez vite, il y en a des centaines, voire plusieurs centaines. En fait, quand on se met au machine learning, c'est pas tellement intéressant d'aller essayer de comprendre quelles sont les spécificités de ces algorithmes. Quand on a un problème, il y a souvent des algorithmes ou des modèles qui sont plus ou moins adaptés, et en faisant des recherches sur Google, on est assez vite guidé sur le moins mauvais algorithme. Et de toute façon, les algorithmes, il y a des gens qui les ont programmés et qui ont fait ça très bien, donc c'est pas forcément la peine de se prendre la tête avec les algorithmes, et ça permet de simplifier un peu le sujet. Là, je vous montrais, alors comme il y a pas mal de gens qui font un peu de dev ici, je vous montrais juste en quoi ça peut être super simple et ça peut régler pas mal de problèmes dans votre vie de dev. Là, on avait un problème chez Mapado qui était, on a des listes de lieux, donc des noms de lieux, par exemple un bar, un musée, etc. Et on devait construire des phrases à partir de ces noms de lieux. Et donc c'est assez galère de savoir si on parle de la baie du Dragon ou le baie du Dragon, le Babel Café ou la Babel Café. Donc avec tous ces noms de lieux, on s'est dit comment on fait pour trouver le bon article.
Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a trouvé des listes de noms, sur des thésaurus, on trouve ça assez facilement sur Internet, et avec cette liste de noms, on avait le genre. Donc est-ce que c'est un nom qui est masculin ou est-ce que c'est un nom qui est féminin? On a pris toutes ces données, on les a mis dans un modèle, et ensuite, rien qu'avec ça, donc ça prend à peu près 2 heures de faire ce truc-là, rien qu'avec ça, on est capable d'avoir un taux de prédiction de 90% sur le genre de n'importe quel nom de lieu sur nos jeux de test. C'est-à-dire que, alors que c'est pas trivial, même pour un humain, c'est assez compliqué de savoir si un mot est au féminin et au masculin. Et là, vous avez tout le code pour faire ça. Vraiment 100% du code, c'est même pas un extrait. On retrouve à peu près dans ce code ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de construire mon vectoriseur, le fait d'injecter mes données vectorisées dans mon modèle, de choisir mon modèle, et ensuite, quand j'ai mon modèle, de prendre des nouvelles données, donc en l'occurrence le Balthazar Café, je le vectorise avec le même vectoriseur que j'ai utilisé pour créer mon modèle, et ensuite j'obtiens ma prédiction. Donc là, on parle de 15 lignes de code pour régler des problèmes qui ne sont pas du tout triviaux à faire autrement. Donc en fait, cette histoire quand on fait du machine learning, en fait, là où on commence à passer du temps et à galérer, c'est justement sur la partie vectorisation. C'est comment je trouve la meilleure manière de transformer mon problème de la vie réelle en une suite de chiffres. Et c'est là que souvent les gens qui font du machine learning peuvent passer des jours et des jours. C'est pas tant sur trouver le bon algo ou le paramétrer, c'est vectoriser de la bonne manière. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Et le deuxième problème, qui est vraiment compliqué, c'est entraîner la machine. C'est-à-dire lui dire, avec ces données-là, la bonne réponse, c'est celle-ci. Avec ces données-là, la bonne réponse, c'est celle-ci. Donc en fait, en général, pour entraîner la machine, on a des interfaces où il faut cliquer et dire, bah ici, c'est ça, la bonne réponse. Donc on passe des heures à entraîner la machine, en fait. Et ça, c'est vraiment super, c'est pénalisant pour tout le monde. Et c'est ça qui limite, en fait, le développement du machine learning. Donc, en fait, comme c'est un problème qui est global, hein, il y a des sociétés de renom type Google qui bossent activement là-dessus. Et donc, il y a des gens qui réfléchissent à comment on passe à la suite, c'est-à-dire éviter d'avoir à entraîner la machine à lui donner la bonne réponse. Ça, c'est un exemple assez récent qui a été publié par Google. Alors, ça date de 6 mois, 1 an maximum. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce buzzword, c'est le deep learning. En fait, le deep learning, c'est comment éviter complètement, éviter au maximum la phase d'entraînement, d'indiquer à la machine quelle est la bonne réponse. On remplace ça par quoi? Par des tonnes de données. Donc, au lieu de lui donner quelques exemples que je labelle, que je marque, je lui en donne 3 tonnes et je lui dis débrouille-toi avec ça, trouve-moi des trucs qui ont l'air intéressants. Et c'est ce qu'on voit à peu près là. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer, ça peut être un peu compliqué. En gros, l'idée, c'était quoi? C'était de reconnaître des visages. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt que de dire, bah, ce visage, par exemple, c'est un homme, ce visage, c'est une femme, ce visage, c'est un homme, ce visage, c'est une femme, ils lui ont donné des tonnes et des tonnes de visages, d'hommes et de femmes. Ils lui ont dit, débrouille-toi, essaye de me trouver des groupes, mets les groupes ensemble, etc. Et donc, comment ils ont fait ça? On découpe au départ chacune des images en tout petits rectangles de pixels, donc c'est les petits pixels qu'on voit tout à gauche. Et la machine, en fait, à partir de ces groupes de pixels, donc c'est la strate la plus basse, elle va essayer de recomposer des groupes de pixels un peu plus gros en faisant des petits bouts de puzzle, parce qu'elle trouve que ces pixels-là, ils vont souvent ensemble, et ainsi de suite, elle construit des strates, et de strate en strate, elle arrive à quelque chose qui est pour elle, qui fait sens, mais au niveau global, alors qu'on lui a encore jamais rien dit. Donc là, elle arrive à constituer des patterns de visages, des visages qui sont proches, qui sont similaires, alors que personne ne lui a dit, regarde, ces visages sont
sont similaires. Et à partir de là, elle est capable de détecter les visages. De manière encore plus générique, en fait, Google a fait un exemple, a produit quelque chose il n'y a pas longtemps, qui était, il est capable de décrire une image avec des mots, alors que personne n'a jamais mis de mots sur aucune des images. C'est-à-dire que pareil, il a entraîné des modèles avec des tonnes d'images et des descriptifs de ces images, et ensuite la machine est capable d'associer n'importe quelle image des mots qui vont bien ensemble. Simplement parce qu'elle a réussi à trouver des patterns entre chacune des images et à relier des ensembles de mots avec des ensembles d'images. Et maintenant, elle est capable de le faire pour n'importe quelle image. Même pas des images qui sont même pas similaires à celles qu'on lui a montrées en entrée. Donc ça s'appelle le deep learning, c'est un truc qui est vraiment super en vogue et qui commence à être possible aujourd'hui parce qu'on dispose de beaucoup de données et aussi beaucoup de puissance de calcul. Le deep learning, c'est quelque chose qui demande énormément de puissance de calcul. Pour faire même des problèmes simples de deep learning, il faut des cartes graphiques dernière génération et il faut les faire tourner pendant 1 ou 2 jours pour juste des problèmes qui peuvent paraître assez simples. Mais c'est un petit peu, c'est très tendance aujourd'hui. Alors ça c'est un petit peu pour la boutade. Peut-être que ça parle à certains de vous. En fait, on se dit qu'est-ce qui va se passer maintenant. Enfin, si la machine peut apprendre à partir de rien, etc. Petit à petit, en fait, est-ce qu'elle peut arriver à créer sa propre intelligence? Alors ça, c'est aussi un buzz du moment. C'est est-ce qu'à un moment, la machine, à force de pouvoir apprendre sans qu'on lui donne de données d'entrée, est-ce qu'il y a un moment elle peut dépasser l'humain? C'est la question philosophique. Des prochaines années, certainement. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Plein. Il y a des trucs, Thomas, des réactions J'ai vu qu'en parallèle du deep learning, il y avait également une tendance qui était à faire apprendre aux ordinateurs par les utilisateurs. Ça c'est les utilisateurs, eux, donnent les réponses et pas les créateurs du programme. Alors c'est la même chose en fait. Effectivement, comme c'est pénible d'entraîner une machine, en fait en général on essaie de profiter des gens qui passent par là. Donc Google utilise activement ça. Je ne sais pas si vous utilisez Google Traduction. Il est possible d'indiquer quand une traduction est erronée, d'indiquer la bonne réponse. Et typiquement, pour ça, c'est justement ce problème-là, c'est que c'est tellement compliqué et tellement long que, en fait, toutes les techniques sont bonnes pour pouvoir entraîner le modèle. Et que fait Google dans ce cas-là, typiquement? Ils vont associer donc toute la chaîne de traduction de la phrase à traduire, en fait, ils l'associent à la label que vous avez mis. Ils vont pas dire que c'est la science exacte, mais ils vont l'injecter dans le modèle et ça donne des statistiques en plus. Et donc, à force d'en mettre, peut-être que vous n'avez pas donné tout à fait la bonne réponse, mais quelqu'un d'autre va en donner une autre, et à force, il va trouver la moins mauvaise réponse quand il aura quelque chose d'assez similaire. Donc là, il n'y a pas, enfin, on est clairement dans la partie entraînement, on n'est pas du tout dans du deep learning sur ce web. Oui, j'avais une question peut-être amusante sur le choix de l'algorithme. Est-ce que justement ça se pratique comment dire, que la machine découvre elle-même quel est l'algorithme le mieux adapté? Si elle a une base de résultats avérée, est-ce qu'elle peut faire tourner les algorithmes les uns après les autres? Tout à fait. Si l'algorithme trouve... Exactement. Ça se pratique ça? Donc, ouais, carrément. C'est même assez courant, à vrai dire. En fait, j'ai un peu écarté parce que c'est encore un stade d'après, mais c'est une étape qui est importante dans le machine learning. En général, pour savoir si on se trompe, si le modèle est bon, ce qu'on fait en général, on fait un jeu d'entraînement, et ce qu'on appelle un jeu de test. C'est-à-dire que j'ai labellisé des cas, mais je ne prends pas tous mes cas pour créer mon modèle, j'en garde une petite partie sur le côté, et cette petite partie, elle va me servir à valider mon modèle. Donc j'entraîne avec 80% de mes cas, et j'essaye de prédire les 20% restants dont je connais déjà la réponse. Donc en fonction des scores de prédiction qui vont être générés, je peux savoir si je suis meilleur ou moins bon dans certaines situations. Donc pour répondre à votre question,
Il suffit de le faire tourner 250 fois sur 250 algos différents ou avec des paramètres différents. Et comme la machine a déjà les résultats, elle tourne pendant une journée ou deux, et puis à la fin, elle sait dire, en fait, le meilleur algo, celui qui renvoie les meilleurs résultats, c'est celui-ci avec les paramètres X, Y, Z. Et voilà, ça demande juste un peu de temps. Ça reste quelque chose de très manuel ou les outils sont... Non, il y a des déjà outils qui font ça, ouais, ok. tout à fait. Il y a des outils qui font ça automatiquement. Ça s'appelle la cross-validation. Voilà, pareil, il y a des mots-clés. Ceux qui veulent avancer dans le machine learning, il y a une dizaine de mots-clés. Et quand vous avez un problème, si vous avez le bon mot-clé, ça permet d'aller assez vite trouver la bonne page, le bon tuto, le bon... Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres cas d'utilisation du machine learning chez Mapado? Alors nous, chez Mapado, on l'utilise quand même pas mal. Pas en rentrant dans le détail, mais juste Ouais. pour donner Alors, des idées d'outils. Si jamais Typiquement, par exemple, là où on l'utilise, on a des bons succès, c'est pour regrouper des noms de lieux qui sont identiques. En fait, nous, on aspire beaucoup de données chez Mapado, donc on aspire des données événementielles, un peu de partout. Donc, typiquement, une salle de concert comme le Transborder à Villeurbanne, pour ceux qui la connaissent, le Transborder, ça peut s'appeler Transborder, ça peut s'appeler Transbo, ça peut s'appeler Transbo Club, ça peut s'appeler le Transborder, enfin, il y a au moins 6 ou 7 noms. Alors encore, celui-ci est simple. Il y a des noms beaucoup plus compliqués que ça, et donc nous, notre objectif, c'est que toutes les activités qui se passent au Transborder soient regroupées au Transborder, quelle que soit la manière dont les gens l'écrivent. Et donc, on utilise le machine learning, en l'occurrence, c'est du clustering, pour rapprocher des noms qui sont similaires. Alors, ça peut paraître trivial quand on a Transborder et le Transborder, mais quand on a des trucs un peu plus compliqués, avec des mots qui sont absents, ou des mots qui sont rajoutés, etc., mais typiquement, c'est un cas d'usage, et pour le coup, on a des résultats qui sont plutôt très bons, quoi. Où est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise aussi pour faire de la recommandation. Donc aujourd'hui, quand on va sur Mapado, plus on utilise le site, plus la machine va savoir ce que vous aimez. Donc si vous êtes fan de concerts de reggae et que vous adorez la course à pied, il va vous proposer plus de concerts de reggae et plus de courses à pied. Et si vous n'aimez pas les musées d'art contemporain, il vous en mettra moins. Voir des courses de reggae. Voir des courses de reggae, voir des courses à pied avec des t-shirts reggae. Et exactement, on peut arriver à faire ça tout à fait. Comment on a fait? C'est assez simple, on a vectorisé les activités. Vectoriser les activités, ça veut dire qu'on a essayé de trouver des éléments qui sont intéressants pour la recommandation. Donc qu'est-ce qui est intéressant dans une activité? Ça peut être les mots qui sont dans le descriptif, mais est-ce que tous les mots sont intéressants? Peut-être pas, par exemple les horaires. Est-ce que les horaires sont intéressants? Plutôt pas. Donc on enlève les horaires. Mais est-ce qu'on a des tags pour ce truc? Est-ce qu'il y a des mots qui sont plus forts que d'autres? Donc en fait, il y a une phase de nettoyage pour être sûr qu'on nourrit pas le modèle avec des données qui servent à rien. Parce que plus on met des données inutiles dans le modèle, et plus la machine va avoir du mal à trouver des patterns pour pouvoir faire la prédiction. Donc plus on simplifie, pensez vraiment à ce truc de simplification, plus on simplifie le problème, et plus la machine va prédire vite. Et quand vous faites évoluer vos modèles, c'est-à-dire aussi que vous devez reconstruire tout l'apprentissage de la machine, il faut rejouer ensemble. Oui, tout à fait. Alors, il y a des modèles qui peuvent être entraînés, ce qu'on appelle online, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau cas, on le réinjecte sans reconstruire le modèle de zéro. Donc, on l'ajoute. Et après, il y a d'autres algos il faut prendre toutes les données d'un coup. Et puis, mais c'est en général de builder le modèle, c'est quand même assez rapide en fait. C'est sur des problèmes simples. Après, chez Google, quand ils font des modèles pour faire de la traduction du vocal, ça peut tourner longtemps, mais... Enfin, qui a partiellement répondu du coup, mais je me demandais justement la somme de ce qu'a appris la machine du coup, est-ce que ça coûte du temps et de l'énergie, de l'électricité pour faire tourner, vu que ça coûte à produire, à quel point c'est rapide et comment on fait pour conserver ces données, pour pas les perdre, vu qu'elles valent quelque chose? Alors un modèle c'est un fichier, en l'occurrence, un modèle, c'est juste des suites de chiffres, donc en fonction des langages que vous utilisez, ça peut être des dictionnaires, ça peut être des listes, donc c'est ni plus ni moins que des listes de chiffres. Mais ça, c'est juste les données sources. Non, c'est le modèle. Le modèle, donc les données sources, c'est ce qu'on appelle la vectorisation, c'est voilà, c'est les données vectorisées, et ça
ça sert à faire un modèle. Alors, en fonction de l'algorithme qui est utilisé, le modèle est stocké d'une certaine manière, mais en fait, c'est juste des chiffres et des tableaux de chiffres. Donc ça stocke super facilement dans des fichiers. Je sais pas, nous on travaille pas mal en Python. Donc en Python, il y a des trucs qui permettent de faire des pickles. Donc c'est sauvegarder un objet. Et je sauvegarde mon objet dans un fichier. Et puis après, je charge mon objet. Ça y est, j'ai mon modèle qui est instancié et je peux l'utiliser tout de suite. Et un modèle, ça peut prendre, typiquement, il y a un modèle que distribue Google qui est un modèle pour prédire la langue d'un texte. Vous pouvez le télécharger, hein, c'est open source. Le modèle, je crois qu'il fait 10 kilooctets. Je ne sais pas si ça vous parle. Et ça prédit la langue de 120 langues, et avec une précision de genre 96%. Le truc fait 12 kilooctets. Simplement, comment ils sont arrivés à ça? C'est qu'ils ont tellement simplifié le problème en disant, avec peu d'infos, finalement, on peut prédire la langue d'un texte. Donc ils sont pas arrivés certainement au bout d'une journée, hein, mais ils ont compris qu'est-ce qui faisait qu'on distinguait un texte, et donc comment je vectorise mon texte. Et en l'occurrence, la manière de vectoriser un texte pour prédire la langue, c'est pas de prendre les mots, c'est juste de prendre des trios de lettres. Je prends des trios de lettres successifs, donc avec une fenêtre que je décale, par exemple Mapado, M-A-P, A-P-A, P-A-D et A-D-O. Donc ça, c'est des trios de lettres. Donc je vectorise tout mon texte avec des trios de lettres, et des trios de lettres me suffisent assez rapidement, avec quelques trios, à savoir si on parle allemand ou si on parle anglais. Ça, il fallait y arriver. Maintenant, c'est très connu, tout le monde fait ça, mais il fallait avoir l'idée. Donc la vectorisation, c'est un peu une clé du problème. D'ailleurs, juste en parlant de vectorisation, en regardant les slides, je trouve instinctivement le mot vecteur un peu pompeux pour ce qui ressemble juste à un tableau finalement. Est-ce que c'est parce que derrière, on utilise la mathématique pour faire tourner ça, ou c'est ça? Complètement. Ça s'appelle un vecteur. Enfin, c'est intensément de la mathématique, et c'est en ça que c'est puissant, c'est que comme on arrive à transformer n'importe quel problème en matrice, donc en vecteur et en matrice, après les mathématiciens brillants, ils arrivent à faire à peu près n'importe quoi, et c'est pour ça que je parlais de projection. Donc après, on travaille simplement avec des matrices de chiffres, et donc on peut les transformer dans 1000 manières différentes, avec plusieurs milliers d'années de mathématiques, d'historique de mathématiques qui est derrière, et donc là, on peut faire des trucs assez forts. Mais ça, on n'a pas besoin d'être chercheur en mathématiques, parce qu'il y a des gens qui ont déjà codé ça, quoi. Donc on peut l'utiliser assez out of the box, entre guillemets. Et au niveau des implémentations, vous êtes sur quel outil? Alors nous, on utilise assez fort scikit-learn en Python. D'ailleurs, je vous invite, pour moi, c'est au-delà d'être une super librairie, c'est très très bien documenté, et c'est ce qui m'a permis de vraiment rentrer dedans, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes d'exemples très très bien faits, beaucoup de documentation, c'est structuré. La documentation, les pages, etc. du site sont structurées comme il faut l'utiliser, donc suivant toutes les bonnes pratiques. Donc ça permet vraiment d'aller dans les bonnes directions, et de pas passer trop de temps. Donc je vous invite vraiment, même si vous ne faites pas du Python, à aller farfouiller là-dedans si vous êtes intéressé. C'est très 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 bien fait. Alors après, il y a des bonnes livres les deux langages pour le machine learning qui sont en vogue, c'est Python d'un côté, Java de l'autre. Après, il y a aussi des petits livres en JavaScript qui font du machine learning, mais on ne parle pas de la même chose, c'est vraiment pour dépanner. Ok. C'est bon. Écoutez. Eh ben, merci beaucoup pour ce talk. Peut-être qu'on revoit les Mapado Talk dans un mois à peu près. Donc on verra, on va soit essayer de diffuser ça en live, soit on fait les retransmissions comme on avait fait la première fois. Nous en tout cas, on devrait se retrouver la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 13h. N'hésitez pas à suivre Mapado sur Twitter, donc ça doit être marqué en dessous de l'écran, @mapado_com, et à suivre les Lao Talk aussi, parce que vous pourrez découvrir d'autres sujets cool si jamais ça vous intéresse. On vous fait des gros bisous comme chaque semaine, et à la semaine prochaine. Ciao!